Nous venons de voir qu'il y a un conflit superficiel entre la science et la foi et en fait un accord profond entre les deux. Alors je voudrais maintenant essayer de vous montrer rapidement qu'il y a symétriquement un accord superficiel entre la science et le matérialisme athée et en réalité, si l'on y réfléchit bien, un conflit profond entre les deux. Alors, s'agissant de l'accord superficiel, il est assez facile à constater ou à comprendre, puisqu'en fait, la science moderne, la science au sens de la science de Galilée, et tout ce qui s'est développé depuis jusqu'à nous, cette science s'intéresse à ce qui, dans le réel, relève de la quantité, du mesurable. Et il se trouve que, ce faisant, elle s'est montrée redoutablement efficace. Efficace à faire des prédictions parfaitement exactes, et de la même efficace à rendre possible une technologie qui a modifié nos conditions de vie, de fond en comble. Et cette efficacité a constitué et continue de constituer dans l'esprit de tous un argument massu pour dire mais il est clair que la science a trouvé la clé du réel. Elle a trouvé ce qui est réel, à savoir eh bien, la quantité. Le reste, ça doit être des illusions, des trucs qui n'existent pas. Ce qui est efficace, eh bien, ça l'emporte sur tout le reste dans les esprits. Et on se dit que celui qui arrive à soulever le monde avec son levier a trouvé la clé, le sésame. Il a résolu l'énigme. Et on en est tous un peu là, c'est-à-dire que l'efficacité constitue à elle seule un argument. Simplement, cet argument, qu'est-ce qu'il faut en faire? Qu'est-ce qu'il faut en penser? Il est clair que la science a découvert quelque chose du réel, ça c'est sûr. Si la science n'avait développé que des idées très rigoureuses mais ancrées sur rien dans le réel, qui n'est pas de contrepartie, il est sûr que ce ne serait pas efficace. Donc le fait que ce soit efficace prouve qu'il y a bien quelque chose de réel dans ce que la science a découvert et dans ce qu'elle traite, dans les objets qu'elle se donne. Maintenant, de là à conclure qu'il n'y a que cela dans le réel, je pense qu'il y a une erreur. On va essayer de voir pourquoi. Mais restons un peu sur cet accord entre le matérialisme et la science. Il semble effectivement que le succès de la science accrédite le matérialisme. Pourquoi? Eh bien parce que non seulement la science est efficace, mais ce faisant, et de manière très, très visible pour chacun, elle a résolu toutes sortes d'énigmes par des raisons matérielles. Ce que l'on croyait attribuable à des esprits frappeurs, tout ce que vous voulez de ce genre, bon, évidemment est écarté et élucidé. Bon, il est clair que la foudre n'est pas la colère de Zeus, mais une question électromagnétique. On pourrait parler de beaucoup de phénomènes. Alors, il y en a un gros, moins anecdotique si on peut dire, qui est la vie. Il est vrai que la vie biologique, la vie des cellules, la vie des êtres vivants, a longtemps été attribuée à une sorte d'esprit dans la matière, un souffle vital, quelque chose comme ça. Parce qu'il est vrai que longtemps, même finalement il y a encore 100 ans, quand on regardait une cellule, on voyait une espèce de petite boule de gélatine homogène, d'où il sortait un baobab, un tigre, alors que dans la petite boule, il semblait qu'il n'y a rien de déterminé.
Dès lors, les raisons matérielles semblaient insuffisantes à expliquer. Donc on a supposé toutes sortes d'entités, sinon immatérielles, du moins paramatérielles, enfin d'une nature un peu insaisissable, et on a parlé d'élan vital, de souffle vital. Et puis un jour, évidemment, on a découvert qu'en fait il y avait de l'information dans la cellule, et que ça n'était pas en fait de la gélatine homogène, mais qu'il y avait vraiment des corpuscules extraordinairement bien organisés, dont le déploiement, par l'entremise de l'information et de la création de protéines, etc., explique en fait le développement des êtres vivants. Alors, ce qui ne reste pas expliqué, c'est l'origine de l'ADN, hein, bien sûr. Bon, on peut toujours remonter, il y a des moments où on a l'impression qu'on ne peut plus, mais je laisse cette question de côté. Il est vrai tout de même que la science, sur beaucoup de réalités et de phénomènes physiques, qui longtemps ont semblé un peu mystérieux, a apporté quand même des réponses, des solutions, des explications extrêmement puissantes, convaincantes, et qui ont écarté le surnaturel ou l'immatériel. Ça, c'est très vrai. Alors si vous additionnez voilà, toutes ces résolutions d'énigmes et toute cette efficacité technologique, on peut être tenté effectivement de se dire, bon, ben voilà, il n'y a pas d'autre vérité que scientifique, il n'y a pas d'autre réalité que ce que la science connaît, tout ce qui a besoin d'une explication doit pouvoir recevoir une explication scientifique, et ce qui ne peut pas recevoir d'explication scientifique ne doit pas en avoir du tout, et il est absurde d'en chercher. Et puis on pourrait dire, et ultimement, finalement, la science va expliquer la croyance religieuse aussi, comme un phénomène psychologique, voire neurologique, enfin, ou évolutionniste, enfin, il y a toutes sortes d'explications qui ne sont pas incompatibles entre elles, mais on se dit, et voilà, on aura tout dissous. Il ne restera rien. Alors ça, voilà, c'est l'accord. Mais je crois que cet accord est en fait superficiel. Alors, on peut reprendre une à une les raisons que je viens d'invoquer, enfin les conclusions que je viens d'invoquer. D'abord, l'idée qu'il n'y a de vérité que scientifique. Bon, alors ça, c'est une thèse qui a un gros problème pour une thèse, c'est qu'elle se réfute elle-même. Alors je pense que vous voyez déjà pourquoi, mais il n'y a de vérité que scientifique, c'est une thèse qui n'est pas une thèse scientifique. Et c'est écrit nulle part dans un livre de physique ou de maths ou de biologie ou de je sais pas quoi qu'il n'y a de vérité que scientifique. C'est une thèse philosophique, c'est bien clair. Et cette thèse philosophique ne relève pas de la science. En conséquence, l'affirmer, c'est la démentir. Puisque l'affirmer, c'est affirmer qu'on a des moyens autres que scientifiques de réfléchir sur une question, qui sont en fait les moyens philosophiques de réfléchir sur une question. Pour réfléchir à cette question de savoir s'il n'y a de vérité que ceci ou cela, il faut utiliser la raison naturelle et non pas les méthodes de la science mathématisée. C'est bien clair. Mais si vous admettez que la philosophie, la raison naturelle peut démontrer des choses indépendamment de la méthode scientifique, physico-mathématique, vous avez prouvé qu'il n'y a pas de vérité que physico-mathématique, mais qu'il y a tout un domaine où on peut réfléchir et arriver à des conclusions sérieuses, indépendamment de la science stricto sensu. Donc cette thèse ne marche pas, elle s'auto-réfute, comme on dit. Alors, je la laisse de côté, parce que je crois qu'elle ne tient pas debout. Et j'en viens quand même à des choses plus précises. La deuxième conclusion de notre matérialisme scientifique, c'est qu'il n'existe rien d'autre que ce que la science décrit. À savoir rien d'autre que les quantités mesurables. Et que tout le reste doit être réduit à des quantités mesurables. Alors c'est vrai que ça marche avec beaucoup de choses. Vous pouvez vous dire la rouille, c'est un phénomène un peu magique, un peu bizarre, ou alors c'est une sorte de bulle, de concrétion orangée. C'est vraiment particulier. La science vous expliquera que finalement tout ça s'explique très
simplement, par un phénomène d'oxydation, elle pourra vous décrire ce qui se passe au niveau atomique ou moléculaire et expliquer l'émergence de ce phénomène un peu curieux. De même, je ne sais pas, le fait que, par exemple, à une certaine température, quelque chose qui était très solide, parfaitement rigide, qui sonnait sous les coups, eh bien, se liquéfie et devient une substance complètement fluide. Bon, bah, ça s'explique aussi par des raisons physiques très simples qui tiennent à l'arrangement des molécules entre elles et au fait que, selon la température, eh bien, le solide devient liquide, etc. Enfin, vous pouvez ainsi réduire toutes sortes de phénomènes qui ont l'air très qualitatifs à des questions de quantité et d'organisation quasi géométrique des constituants. C'est-à-dire que les macro-phénomènes qualitatifs, très divers, qui semblent irréductibles, en fait, sont réductibles. C'est vrai, il y en a énormément. C'est la monnaie courante de l'explication scientifique et de ce qu'il y a de très puissant dans la science. Mais est-ce que c'est absolument vrai ? Est-ce qu'il n'existe vraiment rien d'autre que ce que la science décrit au niveau fondamental ? Eh bien non. Parce qu'il y a tout ce que la science a mis de côté et qui n'est pas réductible. Et qui n'est pas réductible seulement parce qu'on n'a pas encore réussi, parce qu'il faudrait encore attendre un peu, mais qui n'est pas réductible en principe. Et la plus énorme des choses irréductibles par principe, ce sont les qualités sensibles. Alors qu'est-ce que les qualités sensibles ? Eh bien, c'est les couleurs, les odeurs, les goûts, les sons. C'est-à-dire toute notre vie mentale, notre vie psychique n'est faite que de cela, d'une certaine façon. En tout cas, elle est en très grande partie faite que de qualités vécues, ressenties, des qualités sensibles. Eh bien, elles sont chassées a priori de l'enquête scientifique. C'est-à-dire que l'enquête scientifique commence par un choix fondamental d'exclusion des qualités sensibles. On ne s'y intéresse pas. Et de fait, la science ne s'intéresse qu'à ce qui est quantitatif, mesurable. Et donc, elle va essayer de réduire les qualités sensibles. Mais en fait, vous allez tout de suite comprendre que ça ne marche pas. Vous voyez une couleur, vous entendez un son. Alors, la science va dire, certes, les couleurs, en fait, ne sont pas dans le citron. La couleur jaune n'est pas dans le citron. De même, le son n'est pas dans l'instrument. Sur le citron, il y a une surface qui réfléchit plus ou moins la lumière et ses longueurs d'onde diverses. La lumière reflétée sur le citron, c'est des photons, mais les photons n'ont pas de couleur, on est d'accord. En science, il n'y a pas de couleur. Le monde de la science est noir et blanc, si je puis dire. Enfin, il est absolument sans couleur, inodore, sans saveur. Et la science va dire, oui, donc les photons se reflètent selon une certaine longueur d'onde seulement sur l'objet, puis les photons vont heurter vos rétines, et puis sur les rétines, les cellules photoélectriques, enfin les cônes, les bâtonnets vont réagir électriquement au signal photonique et envoyer des signaux électriques dans votre cerveau, et la couleur va se former dans votre cerveau. Mais là, il y a un problème. C'est-à-dire, donc on l'a chassé, la couleur, la qualité sensible du citron. Elle n'y est pas. Elle est un effet du citron sur mon cerveau. Donc la couleur n'est pas dans le citron, elle n'est pas dans les photons, elle n'est pas sur ma rétine, elle est dans mon cerveau, mais dans mon cerveau, il n'y a pas de couleur jaune non plus. Si vous ouvrez l'aire visuelle d'un cerveau, en train de voir un citron, qu'est-ce qu'il y a de constatable par la science, selon ces méthodes ? Il y a des signaux électriques. Et un peu de chimie aussi, il y a des neurotransmetteurs. Bon, vous avez des neurones activés, ou pas, en réseau. Et là, vous vous dites, mais alors attends, la qualité sensible, où elle est ? Il est où le jaune ? Et le son, il est où ? Vous entendez un son. Alors la science dira, le son, c'est une onde de compression, et qui atteint vos tympans. Et le tympan, c'est pareil, il y a des cellules qui sont
qui vibre au son, à l'onde de compression de l'air. Il n'y a pas de son, hein. Il n'y a pas de son au sens de la qualité sensible, encore une fois. Et puis le tympan, il vibre, il crée des signaux électriques, et là, rebelote, les signaux électriques qui sont censés faire le son dans votre tête. Mais il n'y a pas de bruit dans votre tête. Mais donc, où est la qualité? Et en fait, elle est strictement introuvable sous le scalpel de la science. Elle est chassée, toujours repoussée, en disant, bon, on la chasse de l'objet, on la chasse de l'intermédiaire, on la chasse de la surface réceptrice, et puis on la met dans le cerveau, là c'est une boîte noire. Mais dans la boîte noire, il n'y a que des objets, un peu comme dehors. Et finalement, il n'y a que du courant électrique, des neurotransmetteurs chimiques, et pas de qualité. Et donc la qualité, elle est vécue, vous êtes absolument certain, enfin ça dépend, de sa réalité. En un certain sens, même, c'est ce qu'il y a de plus réel dans notre vie. Je veux dire, nos impressions, on en est certain. On peut ne pas savoir où on est, on peut avoir toutes sortes de doutes sur le monde objectif, mais il y a une chose certaine, c'est que nous vivons, nous ressentons des qualités sensibles, des sentiments, des sons, des odeurs, des pensées. Et elles sont strictement invisibles à la science. Donc, une des choses les plus réelles de notre vie, le fondement même de toute activité perceptive, de toute activité psychique qu'on puisse imaginer, est laissée de côté par la science et rendue strictement incompréhensible. Ça, il faut méditer à ça très longtemps. Il n'y a pas de réduction explicative des qualités sensibles par la science. Il y a une corrélation. Vous pouvez faire la corrélation, vous pouvez dire à chaque fois qu'il y a des signaux électriques comme ci, comme ça, dans l'aire visuelle intel du cerveau droit, il y a une impression de rouge ressentie par le sujet, si on l'interroge. Très bien, il y a une corrélation, mais il n'y a pas d'explication. Il y a énormément d'explications scientifiques de toutes sortes de macrophénomènes. Quand vous expliquez la rouille, ou tout phénomène, la cristallisation, enfin des phénomènes un peu qualitatifs, comme on dirait, il y a vraiment une explication. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez compris l'explication, le phénomène est élucidé, il n'y a plus de mystère. Avec la conscience, avec les qualités senties, là, il n'y a pas d'explication. Il n'y a aucune explication scientifique possible de l'existence des qualités subjectives ressenties, c'est-à-dire en fait de la vie subjective. Il n'y en a pas. Dire qu'il peut y en avoir une à force de chercher, c'est du wishful thinking, comme on dit en anglais. Donc c'est une pensée vaine, une illusion. Pourquoi? Mais parce que ce sont des raisons de principe qui font que ce n'est pas possible. La science ne peut donner que ce qu'elle est faite pour chercher a priori, parce que c'est une définition de sa méthode. Elle ne peut trouver que des quantités et des réalités mesurables par ses méthodes, descriptibles par les mathématiques. Et vous aurez beau préciser à l'infini la connaissance du cerveau, vous aurez à présenter quoi? Des structures, des fonctions, des fonctionnements. Mais les qualités, pourquoi elles sont corrélées à ça? À chaque fois, le problème se reposera. Donc là, il y a quelque chose d'absolument irréductible qui s'appelle en philosophie anglo-saxonne le problème des qualia. Qualia, c'est le mot latin pour dire les qualités. Et c'est un problème, je vous prie de croire qu'en philosophie actuelle, absolument centrale, que faire des qualités? On appelle en fait le problème de la conscience le problème des qualités, puisque la réalité, enfin la façon dont on peut décrire de manière plus évidente le fait qu'il y a quelque chose qui dépasse le monde physique, c'est le fait que nous vivons des qualités. Nous les expérimentons, nous les éprouvons. Bon. Donc il est faux que la science décrive tout. Et pourquoi? Parce qu'elle fait abstraction. Elle procède par un acte premier, fondamental, qui est de laisser de côté un certain nombre de choses, pour ne s'intéresser qu'à la quantité. Il se trouve que les quantités, le regard quantitatif sur le réel, permet la mathématisation, et que la mathématisation permet l'efficacité. Donc, elle connaît ce par quoi le monde est opérable. Donc, la science est efficace. Mais ça ne veut pas dire qu'elle connaît tout du réel. C'est aussi simple que ça. Simplement,
la vie subjective n'est pas ce par quoi les mathématiques sont efficaces. Donc, évidemment, l'étude intégrale du réel, qui partirait surtout des aspects subjectifs, n'a pas d'efficacité pour produire des technologies. C'est vrai. Mais il faut donc distinguer efficacité et réalité. L'accord entre la science et le matérialisme n'est donc pas si fort, si solide qu'il peut sembler au premier abord, parce qu'on est frappé par l'efficacité. D'après tout ce qu'on vient de voir, il est même très fragile cet accord, parce qu'il semble bien que ce que rate par construction, si je puis dire, la science, ce sont des réalités qui justement font signe vers toute autre chose que le matérialisme. Puisque ce qui est laissé de côté par la science, c'est au fond la conscience, l'esprit, que le matérialisme ne sait pas où mettre dans le dessin général qu'il trace du réel. Il ne sait pas où le mettre, donc il le cache dans un coin, en appelant à une réduction ultime. Mais on a des raisons de principe de savoir, comme j'ai essayé de le dire, de penser que plutôt que l'esprit est irréductible. Vous avez beau préciser un dessin en noir et blanc, avec un crayon de bois, il ne va pas prendre des couleurs à force de lui apporter des précisions. Eh bien c'est pareil, la science pourra décrire indéfiniment ce qui se passe électriquement dans le cerveau, ça ne vous fera pas une explication crédible du fait que ce courant électrique génère de la conscience. Pourquoi ? Ça paraît tout à fait mystérieux comme corrélation. Donc, l'accord n'est pas si profond, et si l'on y réfléchit bien, il tourne même au conflit. C'est-à-dire que si le matérialisme était vrai, eh bien la science serait impossible. C'est ça, le conflit profond. Alors pourquoi la science serait impossible ? On peut dire deux raisons. La première, on l'a un peu dite, c'est que si le matérialisme était vrai, il n'y aurait pas de conscience, il n'y aurait pas d'esprit. Il n'y aurait que du courant électrique. Et s'il n'y avait pas d'esprit, pas de conscience, pas de vie sensible, il n'y aurait pas de science. Parce que le scientifique, quand il regarde le cadran de son appareil, de son microscope électronique, de tout ce que vous voulez, il se fie à ses sens, il a une vie sensible, il est dans un rapport non scientifique, si je puis dire, à son appareil. Il le perçoit comme vous percevez n'importe quoi. Donc il y a une présupposition à l'exercice même de la science qui est la vie de l'esprit. Et cette vie n'est pas expliquée par la science. Radicalement, elle ne l'est pas. Le surgissement de quelque chose comme la conscience n'est pas explicable. Or, la science suppose la conscience. C'est tout ce que je veux dire. Sans elle, il n'y aurait pas de science. Donc là, il y a un problème de fond qui d'ailleurs a été extraordinairement bien expliqué, je vous y renvoie, par Schrödinger, qui est un physicien qui est un des fondateurs de la physique quantique dans les années 20, qui a en particulier produit une fameuse équation qui décrit l'évolution enfin bref, l'équation de la fonction d'onde de Schrödinger est vraiment fondamentale en physique quantique. Et bien Schrödinger a expliqué dans un petit livre qui s'appelle « Qu'est-ce que la vie ?», pourquoi la science ne peut pas rendre compte de la conscience, ce qui est un problème, puisque la conscience est la condition de possibilité de la science. Donc elle sape, la science ne sape rien. Ce qui sape les conditions de possibilité de la science, c'est l'affirmation matérialiste. Il ne faut pas confondre science et matérialisme, précisément. Mais si le matérialisme était vrai, la science serait impossible, pour cette raison. Et il y en a une deuxième, qui est un peu curieuse quand on y pense, mais je crois qu'elle est assez fondamentale, c'est que la science au sens moderne, suppose les mathématiques. Évidemment. Les sciences modernes, c'est d'abord les mathématiques. C'est l'application des mathématiques
à la nature, qui présuppose que la nature est régie par les mathématiques. Alors, on peut bien sûr se demander d'où vient que la nature soit réglée par les mathématiques. Et là, on a une preuve de l'existence de Dieu qui se cache derrière. Je ne vais pas vous la faire aujourd'hui, celle-là. En tout cas, pas de la façon qu'on peut attendre. On va se poser une question toute simple, et que se posait déjà saint Augustin, et que continuent de se poser les mathématiciens aujourd'hui. C'est où sont les vérités mathématiques? Alors, c'est une drôle de question, mais regardez comme c'est simple. Quand vous dites « le chat est dans le garage », bon, cette proposition est vraie, mais pour qu'une proposition soit vraie, il faut qu'il y ait quelque chose qui la rende vraie. Alors qu'est-ce qui rend vraie la proposition « le chat est dans le garage » ? C'est le fait qu'il y a un chat, un garage, et que le chat est dans le garage. Alors ça fonde la vérité de votre proposition. Le chat est dans le garage. C'est vrai parce qu'il y a un chat dans le garage. Bon, alors vous prenez maintenant, il y a une infinité de nombres premiers. Bon, cette proposition est vraie, elle se démontre. Et pourquoi elle est vraie ? Parce qu'il y a une infinité de nombres premiers. D'accord, mais ils sont où ? Les nombres premiers, on pourrait dire, ils sont... C'est un rapport avec les choses, je pourrais en grouper, faire 1, 3, 5, 7, 11... Oui, non, mais admettons qu'il n'y ait pas de choses, il y aurait quand même des nombres premiers, cette proposition serait toujours vraie. On dira, alors c'est dans ma tête. Oui, mais admettons que vous n'existiez pas. Il serait toujours vrai qu'il y a une infinité de nombres premiers. C'est des vérités très résistantes, les vérités mathématiques. Beaucoup plus résistantes qu'un cerveau. Même qu'une planète, qu'une galaxie, que... Admettons qu'il n'y ait personne sur Terre, il serait vrai qu'il y a une infinité de nombres premiers. Et saint Augustin disait, alors, où sont les vérités mathématiques ? Elles ne dépendent pas du monde physique qui est contingent, qui pourrait très bien n'avoir pas existé. C'est pas du tout comme l'infinité des nombres premiers, qui n'est pas contingente du tout. C'est au contraire ce qu'il y a de plus nécessaire qu'on puisse imaginer, qu'on puisse concevoir même. Et donc il n'y aurait pas d'humains, il n'y aurait pas de planète, il n'y aurait pas d'univers même. En fait, il serait vrai qu'il y a une infinité de nombres premiers. Mais encore une fois, ces vérités que nous découvrons par l'entendement et qui nous paraissent plus dures que le diamant, où sont-elles ? Alors saint Augustin dit, est-ce qu'elles flotteraient dans une espèce de monde mathématique ? C'est bizarre, parce qu'en quoi elles consistent ? C'est pas des... Même si c'est très fin en cristal, c'est pas ça. C'est pas des nombres en cristal qui flottent dans un univers parallèle. Ce sont des pensées. Les vérités mathématiques, ce sont des pensées résistantes. Mais les pensées, ça ne tient pas tout seul. C'est comme un air de musique, il faut qu'il soit joué pour exister. Sauf que là, ce n'est pas de l'air, ce n'est pas matériel. Et donc, saint Augustin disait, mais pour que ces pensées existent nécessairement, même si l'univers n'existe pas, il faut qu'il y ait quand même un support, un substrat, quelque chose. C'est une pensée absolument nécessaire, d'un penseur nécessaire, Dieu. Et donc en fait, ce qu'on est amené à comprendre, si on suit ce raisonnement, c'est que pour que les mathématiques existent, qui rendent possible la science, il faut que Dieu existe. Et donc, il est clair que si le matérialisme était vrai, à un deuxième titre, la science ne serait pas possible. Voilà. Et donc, pour deux raisons, on peut dire que le conflit, la contradiction, est irréconciliable, si l'on y réfléchit à fond, me semble-t-il, entre une vision matérialiste stricte du réel et la science. Puisque si le matérialisme était vrai, il n'y aurait pas de conscience, il n'y aurait pas de mathématiques. Ce qui est quand même très embêtant pour essayer de développer la physique mathématique.
Voilà le parcours que je vous proposais aujourd'hui. Je crois que on a essayé de montrer dans ce deuxième moment qu'il y a des raisons superficielles de penser que la science fait le lit du matérialisme. Ces raisons, en fait, ne sont pas solides, et quand on les creuse à fond, il me semble raisonnable de dire qu'on se rend compte qu'au contraire, le matérialisme sape la possibilité même de la science. Voilà la conclusion du jour.